Nicolas marchait si courbé qu'il donnait l'impression d'une branche d'arbre, de saule pleureur, qui aurait ployé sous le poids d'un collège en préfabriqué. C'est pour cette raison que ses collègues l'avaient surnommé Malebranche. En plus d'être savant, Malebranche était un bon pédagogue au début de sa carrière. Il était actif, motivé, trop. Il s'était usé. C'est ingrat, l'éducation nationale. La seule appellation de ZEP lui cassait à présent le dos. Au bout de 20 ans, il allait, plié, de salle de classe en salle de classe, toujours avec les mêmes cours. Son seul souhait, en finir. Lors des inspections, il faisait tout pour être dégradé, limogé. Hélas, les rapports des inspecteurs n'étaient jamais négatifs, jamais, bien au contraire, positifs, très positifs. Il avait beau s'absenter, multiplier les séjours psychiatriques, la hiérarchie soutenait sa cause. Que faire? Affadir le métier, il ne pouvait pas davantage. Endormir les élèves, il les assommait. Démissionner, impossible, le ministère faisait le sourd et la principale elle-même, blasée, passait tout droit sans le voir. Il était prisonnier. Un jour, à la cantine, entre l'œuf mimosa et le couscous, il descendit encore plus bas. Les autres venaient unanimement de condamner à mort par contumace le ministre de l'Éducation nationale, qui, non content de ne pas faire mieux que son prédécesseur faisait moins bien, quand tout d'un coup, au détour d'une phrase, d'un beau subjonctif imparfait qui avait échappé à un élève et dont on se moquait, l'un d'eux dit « Non mais franchement, succion, sachias, vous n'êtes pas fatigué de toutes ces désinences pompeuses, is, as, us ?» Malebranche baissa la tête. Puis il la releva, les yeux remplis d'émotion, prit soudain la parole, balbutia un plaidoyer pour le respect du subjonctif comme marque de l'affectivité, se leva, s'en alla. Un véritable schisme venait de s'opérer, d'un côté lui et tous les autres. La confrérie paysanne unie contre l'épouvantail. On criait au parjure, au traître, à l'imposteur. Jusqu'à présent on le plaignait, le dépressif, on l'épargnait. Mais à partir de cette minute, de ce déjeuner historique, tout fut fait, tout fut mis en œuvre pour le briser. Ses collègues se mirent à lui couper la parole pendant les conseils de classe, à falsifier ses bulletins de notes, à l'accuser publiquement de dépasser son quota de photocopies. Nicolas, de plus en plus morose, de plus en plus courbé, n'assurait plus qu'un cours toutes les 6 semaines. Plus personne ne lui adressait la parole. Il mangeait seul à la cantine, il buvait tout seul son café. Dans la cour, il comptait ses pas, comme un prisonnier à perpétuité qui rêve d'une corde pour s'évader. Quelque temps plus tard, il disparut. Personne ne peut préciser quand exactement. Il s'enferma chez lui, ne donna plus aucune nouvelle à personne, et ne poursuivit plus qu'un but, un seul, s'envoler vers une île déserte pour retrouver le subjonctif, à la recherche du temps perdu. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est de la littérature, on n'est pas habitué. La littérature est 9-3, à part les 1001 nuits. Bon, alors cette affectation. Oh. Vous êtes affecté à Bobigny. Oh non, pitié, pas Bobigny. D'accord. Ah, la Courneuve. Oh, oh non, pitié, pas la Courneuve. Pas la Courneuve. Bon, écoutez, je vais quand même pas vous envoyer à Drancy. C'est plus l'époque. Allez, Bobigny. De toute façon, vous allez voir, ici ou là-bas, c'est toujours le plus beau métier du monde. Allô? Le plus quoi? Bon, écoutez, 16 semaines de congé annuel, un tiers de l'année. Seulement 18 heures de travail par semaine, 15 pour les agrégés, un emploi stable. Un emploi stable? Et on change tous les ans d'élèves, toutes les heures de salle. Même le ministre change tout le temps. Seulement 16 semaines. 16 semaines. 16 semaines de congé annuel. Si au moins elles étaient hors saison. C'est cher le Club Med en plein été. Il y a trop de touristes, il y a trop de profs.
Seulement 18 heures de travail par semaine. Qu'est-ce que c'est que cette légende encore? La loi du 25 mai 1950 prévoit certes 18 heures. Mais de cours effectifs, plus 27 heures de préparation. 18 plus 27, vous n'avez qu'à faire le calcul. 18 plus 27 égale 18 plus 27. Ah, les enseignants ne font pas les 35 heures. Alors pardon, mais le plus beau métier du monde, surtout dans le 9-3, à Saint-Denis. Saint-Denis, la basilique cathédrale de Saint-Denis. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas encore partie. Elle doit se sentir seule. Le 9-3, c'est tout un programme. Que transmettons dans le 9-3, sinon son autorité? Qui instruit-on, sinon des affaires devant la justice? Écoutez, je ne sais pas si finir enseignant, c'est s'engager à exercer le plus beau métier du monde. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'exercer le plus beau métier du monde, c'est s'engager à finir enseignant. Bon, je n'effectue pas l'appel. C'est même plus engourdissement, c'est même plus lassitude, c'est militantisme. Je suis pour les billets de présence plutôt que d'absence, étant donné que les élèves ne viennent en cours que lorsqu'ils en ont le temps. Ça permettrait d'économiser du papier et d'opter enfin officiellement pour la démagogie qui consiste non à les punir de mal faire, mais à les récompenser pour leur comportement normal. D'ailleurs, la plupart des élèves présents sont si peu à ce qu'ils font que c'est comme s'ils étaient absents. On les croise dans la cour à 13h55 et à 14h en cours, personne. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont sortis? Ils sont trompés de direction? Ils sont agrégés à une sortie scolaire, peut-être. C'est bien d'être agrégé. Ils ont fui, oui, comprenez-les. Dans la cour de récréation aujourd'hui, la détente ne signifie plus le repos. Elle évoque le ressort qui fait partir le coup de feu. Bon, il faut un nouveau nom à la cour de récréation, ce lieu de bruit et de fureur, loin de l'image d'Épinal en noir et blanc, de l'innocence en culotte courte à la douanomètre, de la sueur, du sang, terrain miné, zone de conflit, non plus que les casques bleus, peinturlurés en grosses lettres sur un panneau, fixé au barreau de la grille par-dessus laquelle les bouteilles d'acide sont jetées depuis l'extérieur de l'établissement. Pauvre assis. Même pas peur. Il a depuis longtemps perdu sa substance horrifique. Quand une bouteille tombe, vous voyez l'effet que produit une fiente de pigeon quand elle s'étale à vos pieds sans vous toucher. Ben, la bouteille d'acide, c'est pareil. On se dit seulement qu'elle a peut-être éclaboussé quelqu'un. Le nom de l'élève, potentiellement défiguré, circule. Tiens, si c'est machin, ça lui fera les pieds, il a une sale tête. Mais basta, la sonnerie retentit, chacun retourne en cours, on oublie. On est habitué. La violence fait partie intégrante du métier de professeur en 9-3. Imaginez l'élève. C'est déjà une violence, ça. En train d'uriner dans les couloirs. Bien, vautré par terre, jambes allongées. Bonjour, jeune homme. Oui, bâtard, si vous voulez. Oui, vous devriez vous lever, vous savez, parce que votre camarade a pissé. Ou bien debout sous le préau, casquette, caleçon à la mode baggy. Passer près de lui sans le déranger équivaut aujourd'hui à un rituel d'initiation. Effleurer le poil d'un seul, non seulement vous devrez dire pardon, mais vous devrez le dire 2 fois. La première, sans être entendu. Écouteur dans les oreilles oblige. Casquette, caleçon. Écouteur, la panoplie du parfait petit écolier. Blond, du chocolat Kinder. La seconde, pour continuer votre chemin, sans être forcé de marcher à reculons. D'ailleurs, il ne faut pas dire seulement pardon, il faut aussi dire s'il te plaît. On enseigne bien aux enfants à dire s'il te plaît. Alors,
autant montrer l'exemple. S'il te plaît, dans le 9-3. C'est la formule de repentance par laquelle un professeur demande pardon à un élève d'user de l'impératif pour le prier de bien vouloir, si cela ne le dérange pas trop, se taire, tais-toi, s'il te plaît. Ta casquette, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Lâche ce couteau. Et si vous ne dites pas s'il te plaît, monsieur le principal, qui montre l'exemple au professeur de l'exemple qu'ils doivent montrer aux élèves, vous convoque dans son bureau. Il a du courage, monsieur le principal. Les moustaches, dans le 9-3, le bureau de monsieur le principal. C'est une pièce, pas la femelle du billet, plutôt une farce comique en un acte, au centre de laquelle se trouve un meuble, autour duquel il réunit les professeurs et les élèves, ceux qui représentent une menace pour sa prime de bon fonctionnement. Alors, monsieur le principal est assis d'un côté du bureau, l'air appliqué, l'élève de 5e et le professeur agrégé quinquagénaire de l'autre, à égalité, comme l'exige la devise républicaine. Chacun à tour de rôle expose sa version des faits, monsieur le principal écoute, questionne, tente de comprendre, puis il invite le professeur à présenter des excuses à l'élève. Ou inversement. Les chefs d'établissement du 9-3 sont formés à comprendre. C'est à la fois une litanie et une tautologie. La fin et le moyen. Ils cherchent à comprendre pour comprendre. C'est incompréhensible. Et si vous le faites remarquer, on ne vous comprend pas. Allez comprendre. Alors, puisqu'il faut comprendre, j'ai dit, on ne punit pas. On punit pas. On ne punit pas. Ce regard, la punition, on n'est plus au XXe siècle. C'est une source de mécontentement pour l'élève. On ne le punit plus impunément aujourd'hui. Il saisit ses parents, qui saisissent le principal, qui saisit l'inspecteur, qui saisit le recteur, qui saisit le salaire du professeur. Vous saisissez ? Qui est donc puni pour avoir puni. Je me souviens d'une fois où ce qui était reproché à l'élève était si bénin. Insulte, au pluriel. Menace au pluriel. Violence au pluriel à l'égard d'enseignants au pluriel. C'est bénin. Les gens sont sensibles. Monsieur le principal a certes traduit l'élève en conseil de discipline, j'ai failli dire en conseil de guerre. Aussitôt la séance ouverte, les professeurs agressés sont intervenus. Heureusement, n'en appelez pas au conseil de discipline. Ne souhaitez pas non plus que l'élève fût exclu. Ce qu'ils voulaient, c'était comprendre. Et aussi, alors, monsieur le principal a parlé avec sévérité. On a voté pour l'exclusion de l'élève, une voix. Contre l'exclusion, 11 voix. Et voilà. Il faut toujours se coucher devant les futurs exclus, où il se peut qu'ils vous reconnaissent un jour à l'heure des comptes. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Monsieur le principal vous ferme sa porte, de toute façon. Il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. Eh bien, monsieur le principal a choisi les deux. Oui. D'un côté, il vous ferme sa porte, et de l'autre, il vous demande d'ouvrir la vôtre. Le bureau de monsieur le principal. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de fermer la porte de votre salle de classe à clé pendant vos cours. Monsieur le principal, c'est justement pour des raisons de sécurité que je la ferme. Je vous demande de l'ouvrir. Monsieur le principal,
Parce que je vous demande de la fermer, moi. Si je laisse ma porte ouverte, même si je la ferme sans la verrouiller, le bruit et le chahut des couloirs et des escaliers m'empêchent de commencer mon cours. Les élèves ouvrent à tout va les portes pour s'amuser, dire salut aux cousins, s'échanger des injures. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de... La FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Monsieur P méprise les règles de sécurité. Il ferme la porte de sa salle, à clé, pendant ses cours. Au recteur. Merci de bien vouloir intervenir très rapidement, afin de régler le problème que Monsieur P là constitue. Le recteur à Monsieur P. Un courrier vous concernant vous a été transmis par les parents d'élèves. Il fait état du reproche suivant: mépris des règles de sécurité. Mépris, ce reproche, c'est pas admissible. Nous vous demandons de vous ressaisir. Tout nouveau manquement de votre part donnera lieu à une sanction disciplinaire. Cette lettre sera portée à votre dossier administratif. Et ce qui devait arriver arriva. Monsieur P. MP. Profession. Professeur, enfin, j'aimerais bien. P. R. O. P. H. Je vous écoute, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce qui m'est arrivé, monsieur l'agent, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fermé la porte de ma salle de classe à clé pendant les 5 premières minutes de mes cours. Voilà ce qui m'est arrivé, pour éviter les intrusions, verbales et physiques. Pour des raisons de sécurité, on m'a dit que je devais la laisser ouverte, ce que j'ai fait. Et voilà que le 18 mars à 16h, une jeune fille qui se promenait dans les couloirs de l'établissement, distinguée, cheveux blonds, décolorés mais distingués, piercing sur la langue, pantalon jaune moulant mais distingué, s'est présentée à la porte de ma salle. Elle a d'abord semblé s'amuser verbalement avec l'une de mes élèves, quand tout à coup, ta grand-mère la pute. Ta grand-mère la pute. Ça va pas ensemble, ça, ta grand-mère la pute. Avant de lui jeter son sac au visage, elles se sont battues, l'une attrapant les cheveux de l'autre, la frappant un coup de poing. En voulant m'interposer, j'ai moi-même reçu des coups. La jeune fille au pantalon jaune m'a fait tomber par terre. Elle tenait à la main la chaussure de mon élève, elle voulait la briser, elle la frappait contre le mur, en proférant des injures et des menaces de mort. C'est fini pour elle, je vais la niquer. Je comprends pas. J'ai essayé de lui faire entendre raison, elle m'a frappé le doigt avec son sac. On me serrait très fort le bras pour me faire lâcher la chaussure que j'avais attrapée. J'ai finalement réussi à l'amener chez monsieur le principal, mais j'ai eu du mal. Elle m'injuriait en faisant des gestes obscènes avec ses doigts et sa bouche. Je dépose plainte contre cette jeune fille. À quoi bon? Il était une fois un royaume, le tribunal de grande instance de Bobigny, une vilaine jeune fille avec des cheveux blonds, décolorés, un piercing sur la langue, un pantalon jaune moulant qui proférait des injures saupoudrées de gestes obscènes, se transforme, se métamorphose en une jeune femme presque intégralement voilée de noir.
Comment une telle créature peut-elle avoir été admise dans ce château mystère? Dans cette salle d'audience même, et être entendu ainsi vêtu alors que les voiles magiques sont interdits, séants, le héros s'étonne, s'en ouvre à la juge. Mais celle-ci, qui est en fait une méchante sorcière déguisée, me répond froidement: j'ai autorisé, il faut toujours se coucher devant les futurs exclus, où il se peut qu'ils vous reconnaissent un jour. À l'heure des comptes. Bon, après ça, j'avais prévu de parler de la djellaba. La djellaba. On va encore me dire... Non, naturellement, sauf si le public, dans un élan spontané et unanime d'enthousiasme, la djellaba, la djellaba. Pas tellement, non, et vous avez raison, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que, voyez-vous, la djellaba ne correspond en rien aux signes soutenus par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Ah mais non, mais je vous promets que non. Je peux porter une djellaba et être un sikh, chauve, ou un chrétien, protestant, apostat d'Allemagne de l'Est, émigré à Jérusalem-Ouest. Donc, opposé à une élève qui porte une djellaba, de la troquer contre un niqab, un hijab, une burqa, enfin on ne sait plus trop. Ce ne serait pas seulement absurde, ce serait une bonne chose pour l'élève. En recouvrant son visage, le niqab, le hijab, la burqa, enfin on ne sait plus trop, est un bien meilleur rempart contre la grippe. Et puis il garantit l'anonymat, l'inconvénient. Ah, l'inconvénient, il est pour le professeur. L'inconvénient, c'est qu'en rendant l'élève anonyme, le niqab empêche son professeur de l'identifier. Hey, l'élève aura donc beau être présente, elle sera notée absente, elle réclamera justice, ce qui est justice. Ses camarades témoigneront, on dira au professeur qu'il a tort, qu'il a, comme dit l'expression, un voile devant les yeux, et il sera puni. Puni d'avoir noté absent un fantôme. Puni d'avoir noté absent un ou une élève qui a bien le droit de s'absenter, puisque c'est l'Aïd. Enfin, j'aurais tout aussi bien pu dire Shabbat, mais que voulez-vous que je vous dise? Shabbat, c'est toute l'année, on est habitué. Et puis c'est le samedi, il n'y a pas école le samedi. C'est comme Noël, c'est pendant les vacances, enfin. Tandis que l'Aïd, une fois par an, non. Tout aussi, d'accord, mais choisissez une date une fois pour toutes. La Toussaint, par exemple. Et tenez-vous-y, les enfants. Au clair de la lune, je suis un caïd. Prête-moi ta thune pour fêter l'Aïd. Bon, je vais trop loin, revenons à nos moutons, l'Aïd. Cette fête républicaine. Que tout examen programmé ce même jour de longue date fut reporté. Vous pouvez contester le report confessionnel dans l'examen blanc, vous en avez le droit, mais c'est l'enfer. Une vanité chrétienne. Vous êtes seul, une bougie à la main, au milieu des ténèbres. À l'image de la régression religieuse contemporaine, des collègues éclairés vous taxent d'intégrisme, vous opposent la tolérance, le respect des cultes, l'égalité devant le calendrier grégorien. Ils ont le droit, eux aussi, comprenez-les. Ils n'ont pas envie que leur voiture soit incendiée. Ils n'ont pas non plus envie d'affronter un par un les parents de leurs élèves. Comment voulez-vous qu'ils leur fassent comprendre la définition de laïcité? Ils ne comprennent pas eux-mêmes. Même le principal est dépassé par cette notion. Quand vous lui dites que la loi de 2004, pas de 1905, de 2004, 1905 encore, oh là là, loin, 1905, loin, compliqué, histoire de France, séparation des églises, aïe aïe aïe, 2004, 21e siècle, Chirac. On vous lui dit que la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques voudrait que les élèves voilés se décoiffent non à la porte de l'établissement avant d'entrer dans le hall, mais au portail, devant la grille.
Il vous répond, je cite, que vous soulevez des problèmes qui ne se sont jamais posés. Preuve que les questions inédites peuvent donner lieu à des réponses sans précédent. Et c'est regrettable. C'est regrettable. On pourrait faire un effort, monsieur le principal. Moi, je ne sais pas, moi, il pourrait dire par exemple, et la solidarité. La solidarité dans le 9-3. Vous n'avez pas l'air d'établir le rapport, c'est pourtant simple. La solidarité dans le 9-3, c'est lorsqu'un professeur prend un élève dans ses bras. Quelques instants seulement avant son 3e conseil de discipline, dans la même année scolaire et le même établissement, qu'il l'embrasse et qu'il lui murmure à l'oreille assez fort tout de même pour être entendu, sois tranquille, c'est moi qui assiste au conseil. La scène est dans la salle des professeurs, réservée aux professeurs. La solidarité dans le 9-3. C'est lorsque vous demandez à une élève d'ôter son foulard. Seulement elle refuse. Pas possible, bah si, elle refuse. Alors vous insistez. Votre couvre-chef, sauf qu'elle refuse de rechef. Elle se lève, elle quitte la classe, et tous les élèves sortent derrière elle au cri de tous solidaires. Vous ne pouvez rien contre ça. Ils sont trop nombreux, vous êtes seuls, ils sont 30, ça fait je ne sais combien de fois plus. Non, croyez-moi, j'y ai réfléchi, il n'y a plus qu'une seule solution. Se mettre à genoux. Prier. Prier non pour qu'on vous entende, mais pour qu'on vous écoute déjà, ce serait pas mal. Parler de laïcité dans la salle des professeurs revient à sentir l'indigestion, on se détourne de vous. L'air de rien, on détourne la conversation. Oui, oh, j'en ai encore surpris un avec un téléphone portable. Et alors, il faut les comprendre, oui ou non. Les élèves qui sortent leur smartphone en cours ne s'en servent pas pour téléphoner. Ils postent juste des photos, des vidéos de vous en pleine action sur Facebook, Twitter, etc. Là, tous ces trucs pour les jeunes. Ils s'apprêtent à travailler chez Apple ou Samsung, c'est bien. Preuve que la langue française ouvre des horizons lointains, la porte des industries américaines ou nippones. J'en ai encore surpris un avec un téléphone portable. S'ensuivent des propos convenus sur la politesse, le respect, le temps béni où les smartphones n'existent pas. Affirmer une position éducative d'adulte face à l'élève. Passe encore. Mais soutenir une pensée politique qui plus est, c'est-à-dire une vision de la cité, de son organisation. Oh là là, l'enjeu est trop conséquent, l'enseignant est un fonctionnaire. Son travail, c'est de ne pas être dérangé. Il n'édifie pas pour l'État. Il officie pour son État. Tranquille. La cité n'est pas pour lui une communauté politique. C'est une agglomération d'HLM. En dehors des murs de son établissement d'exercice, le seul chemin qu'il connaisse, c'est celui qu'il ramène chez lui, dans son fauteuil, devant la télévision, ça tombe bien. Les élèves aussi regardent la télévision. TF1 ou Al Jazeera, c'est le même PSG. Et puis aussi, les professeurs sont en t-shirt, c'est pratique. En cas de manifestation, pour le maintien des acquis sociaux, la préservation des libertés, derrière le syndicaliste. Je vais vous interpréter le syndicaliste. Il n'y a pas de texte. C'est à l'école comme dans la rue. Voilà. Le syndicaliste. Cette bête fauve devant laquelle le chef d'établissement s'incline pour ne pas être dévoré et derrière laquelle il se range. Le chef d'établissement administre
Le syndicaliste dirige, il ordonne. Le chef d'établissement exécute. Un claque des doigts, l'autre des dents. Je me souviens que monsieur le principal avait un tic. Donc ce ne fut un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. Ça avait l'air d'un gimmick. Monsieur le principal avait quelque chose de musical. Quand il s'adressait à vous, c'était toujours le même refrain. Et alors, mais quel couplet! Aussitôt qu'un membre de l'équipe qu'il administrait, hormis le syndicaliste, naturellement, était en désaccord avec lui et frappait à la porte de son bureau, il commençait par lui dire « Nos différences nous rapprochent ». Je n'ai jamais compris, jamais. Nos différences nous rapprochent. Comment vous coupez à la fois la parole et les parties? Nos différences nous rapprochent. Mais monsieur le principal, vous qui avez fait une crise cardiaque, il faut aller au bout des choses. Ce qui nous rapprochait, c'était pas nos différences. Ce qui nous rapprochait, c'était un point commun. Ce point commun, c'est qu'on n'officie pas dans le 9-3 par vocation. Mais non. Oh. Voilà pourquoi. Je comprends mieux maintenant la conclusion de l'inspecteur pédagogique régional à son rapport d'évaluation professionnelle. Monsieur P a connu une année difficile. Monsieur P fait une tête comme ça, il est livide. Quelle perspicacité, Nostradamus. Monsieur P a connu une année difficile. Je l'engage à conduire dans le cadre de la formation continue la réflexion didactique qui l'aidera à répondre aux besoins éducatifs des élèves dont il a la responsabilité. Kafka ou Ubu, on hésite. Alors vous sortez une petite feuille de papier. Ouais, vous. Vous sortez une petite feuille de papier. Sujet, notez. Notez. La réflexion didactique, vous soulignez réflexion didactique 2 fois, vous le surlignez dans la couleur que vous voulez, vous mettez en gras, en italique, vous ajoutez deux astérix et 3 obélix. La réflexion didactique peut-elle seule aider un professeur à accepter la violence? Vous avez jusqu'à la fin de l'heure. Moi, pendant ce temps-là, je m'hydrate. Vous avez demandé du médoc. C'est bon pour la santé, le médoc. On m'a donné ça, du jus de raisin. On ne copie pas, on ne parle pas. Vous réfléchissez là? Vous n'avez pas apporté votre matériel? Vous non plus? Je suis habitué. C'est la réforme territoriale, la Vientiane est dans le 9-3 désormais. Bon, à l'oral, alors allez. Un débat. La réflexion didactique peut-elle seule aider un professeur à accepter la violence alors? Réponse. Pas difficile, c'est oui ou c'est non. Une chance sur 2 d'avoir 20 sur 20. À votre avis, est-ce que quelqu'un sait? Quelqu'un en a l'expérience peut-être? Personne. Hein? Oui ou non? Au hasard, allez. Oui. Ben non. Pas de chance. Je sais que tu comprends pas la question. Ben non. La réflexion didactique ne peut pas seule aider un professeur à accepter la violence seulement. Le problème avec ce genre de questions, et même si ça avait été oui, c'est qu'il faut développer. Alors quoi d'autre à part la réflexion didactique? Une femme, la semaine dernière, qui a proposé l'humour, qui a cru bon d'ajouter l'humour noir dans le 9-3. Non, c'est utile l'humour, c'est même nécessaire pour instaurer une distance entre soi-même et la misère intellectuelle assumée des élèves. Mais comme disait le poète, je sais plus qui, ou plutôt si, je sais d'ailleurs, mais j'ai peur du mauvais jeu de mots, c'est Boileau. Boileau disait: l'humour, c'est la politesse du désespoir. En fait, c'est surtout la chose la moins bien partagée au monde. Le second degré et le 9-3, ça fait 8. 9 moins 3, 6. Plus 2, 8. Prof de lettres,
pas de maths. Je me souviens d'un élève qui prétendit un jour sérieusement que je lui aurais eu dit, c'est du passé surcomposé, que s'il continuait ainsi, il terminerait en prison. J'ai jamais pu dire une chose pareille, ou alors je l'ai dit avec humour. L'humour peut virer au gag, pour le professeur, en tout cas j'ai été puni, dont acte, exit l'humour. Mais alors quoi à part l'humour? Pour assumer, pour accepter la violence. Quoi? Réflexion didactique, beau, humour, beau. Bah, la solution, vous la connaissez, tout le monde la connaît. Les fonctionnaires surtout, les professeurs, alors là, je vous jure qu'ils la connaissent. Ah, j'ai imité le syndicaliste, alors je peux bien jouer avec vous à question pour un champion, je vais vous donner un indice. Je sors mes fiches, Julien Lepers, et voici l'indice. On est à la fin de la fiche. Je termine 24 heures au moins avant les vacances d'été, parce qu'ainsi, les 8 ou 9 semaines des mois de juillet et d'août ne sont pas décomptées de votre forfait. Je suis... Vous savez, vous n'osez pas, le congé de maladie, puis la prolongation de congé de maladie, puis la nouvelle prolongation de congé de maladie. De 15 jours en 15 jours, on arrive à Noël. Puis le suicide, éventuellement, c'est bien, le suicide. Inutile de le prolonger, même si c'est un acte grave. Parce qu'il oblige le professeur remplaçant, qui serait bien encore un peu resté chez lui et ne rien faire, à mériter son salaire. Avec un peu de chance, à peine aura-t-il franchi le portail de l'établissement qu'un élève accueillant et bien intentionné lui criera « enculé ». Le professeur remplaçant, demi-tour, choqué, médecin traitant, congé de maladie et tout rentrera dans l'ordre. Ordo ad chaos, comme on dit en latin, en espérant qu'il n'oublie pas le gaz à son tour, naturellement, parce qu'à force, les élèves qui sont mortels n'auront plus personne de qui empoisonner l'existence. D'ailleurs, on ne se suicide pas dans l'éducation nationale. On ne se suicide pas. En tout cas, pas moins qu'à France Télécom. On ne se suicide pas. Ou si l'on se suicide, ce n'est jamais pour des raisons professionnelles. C'est toujours pour des troubles personnels. On ne se suicide pas. Non. On s'éteint, c'est tout. À petit feu, à petit pas, en petit tas devant la télévision. Se cultiver ou enseigner dans le 9-3. Il faut choisir. Quand vous êtes de retour chez vous, après une journée aussi fructueuse sur le plan humain qu'enrichissante sur le plan intellectuel, vous n'aspirez plus qu'à une seule chose. C'est fermer votre porte à clé. Là, enfin, vous le pouvez. Vous regardez la télévision, vous révisez votre journée tout en apprenant votre leçon pour le lendemain devant des images de voitures brûlées, de collègues en grève. Et quand la télévision ne peut plus rien pour vous, il reste vos collègues. Les professeurs se soutiennent entre eux, c'est bien connu. Dans la salle des profs, la salle des profs, ce poste de secours palliatif, où les enseignants nouvellement affectés, j'ai failli dire infectés, il est beau pourtant ce mot affecté, les enseignants nouvellement affectés, rédigent avec passion fort ce rapport disciplinaire devant l'œil nostalgique des anciens, résignés, apathiques. Ils écrivent au coin de la machine à café, au coin de la machine à café. C'est moins agréable qu'au coin du feu, mais c'est déjà pas mal. La machine à café, c'est le PO du prof. Comme la cigarette, c'est une drogue. Fumer tue, c'est la loi qui le dit. Il est interdit de fumer dans les établissements d'enseignement scolaire. Seulement, comme monsieur le principal soi-même fume dans son bureau, les professeurs suivent son exemple. Et ils fument dans la salle des profs, au coin de la machine à café. Vous allez voir qu'un jour, ils fumeront au coin du feu et qu'ils trouveront encore matière à se plaindre. Heureusement, les élèves sont là, ils veillent, extincteur en main. Voilà pourquoi ils les vident régulièrement. A priori, sans raison. Mais ils s'exercent à lutter contre les incendies potentiellement provoqués par les professeurs fumeurs.
que l'un d'eux tente d'alerter le personnel éducatif contre ce danger en mettant le feu à une boule de papier et en le maintient au sein de l'établissement. Sans même l'incendier, il risquerait de parler. Il n'a plus qu'à allumer un feu de joie. Ainsi, voilà, discipline dans le 9-3. Un vrai feu de paille. Moi, j'ai perdu, voilà, j'ai perdu. Moi, si vous n'avez jamais enseigné dans le 9-3, vous pouvez pas le savoir, mais moi je le sais. J'ai perdu. Dans le 9-3, on ne joue pas ni oui ni non. On joue à ni discipline ni autorité. Quand vous prononcez l'un de ces deux mots, on vous regarde avec des yeux. En même temps, je vois pas trop avec quoi d'autre on pourrait vous regarder. Mais des yeux qui disent va des rétro, passéiste, intransigeant, rigide, fasciste. Vous croyez à l'armée? Tais-toi, s'il te plaît. Bon, j'ai besoin d'un volontaire, allez. T'as pris la parole, tu viens, ouais, viens. T'es petit, hein? À quel niveau? Tu sais même pas la classe? Pardon? Oui? C'est où? Là, tu parles aux personnes qui sont là à la classe? Ton niveau? Je suis en CE2. Wow. Quelle clarté dans l'expression. Et comment tu t'appelles? Chaya. Chaya? C'est pas un nom français, ça? T'inquiète pas, tu comprendras quand tu seras plus grand. Non, voilà, alors je vais te dire, là, je te serre la main. Attention, j'explique. Mais c'est exceptionnel. Et tu sais pourquoi? Parce que l'école n'est pas une société démocratique. C'est une société hiérarchique. Tu retiens bien ça? Parce que la relation à l'élève n'est pas horizontale, elle est verticale, exactement. Tu ne l'as pas dit très fort, tu l'as dit, verticale. Ouais. Lui serrer la main, c'est démagogique. T'es d'accord? Ouais, bon, ouais. Voilà. Alors, si tu veux bien, je pense que tu auras une voix assez... Oui, hein? Tu viens du 9-3? Non, tu sais même pas ce que c'est, le 9-3. Alors voilà. Tu sais lire, tu sais bien lire? Ah, ça me fait plaisir. Alors, deux fois. Tu veux bien que je t'explique? Est-ce que tu peux le lire une fois, à haute et intelligible voix, tu vois, très fort, pour que tout le monde entende? Et quand tu l'auras lu une fois, d'accord, comme on aura entendu la fin, tu le reliras, comme ça on comprendra mieux la totalité. Tu comprends? Allez, toi. Évite, ok, par contre, évite plutôt oui ou d'accord. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Bravo. Dans ta bouche, c'est extraordinaire. Tu es l'avenir de, j'allais dire de la France, mais je ne sais pas trop, de Laos peut-être plutôt. En tout cas, est-ce que tu peux recommencer, relire, mais en mettant la page un tout petit peu plus bas, de façon que ta voix projette. Voilà. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien et de personne. Alors c'est là, en toute beauté, en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Merci beaucoup. Je te mets 19 sur 20. Entre 20 sur 20, après c'est moi qui ne suis pas crédible. D'accord? Alors de qui est inspirée cette citation qui n'est qu'elle est inspirée, elle est écrite en français. De qui est cette citation? Ah, on n'en est pas loin, vous redoublez, non? Platon.
4e siècle avant notre ère. Ben, on n'a pas lu Platon dans le 9-3. Ou alors on l'a lu dans le texte, alors forcément, déjà qu'on a du mal à lire le français contemporain, et alors le grec ancien, on n'a pas lu Platon dans le 9-3 et les élèves le savent. Il se passe le mot. Invitez-en un en classe au mois de décembre à retirer son blouson d'hiver. Il vous demandera poliment si c'est sérieux votre délire. Insistez. Votre blouson, il vous intégrera à sa famille ou au cousin. Insistez encore, et rien que pour vous faire plaisir, il conjuguera le verbe avoir à l'impératif sans ajouter s'il vous plaît, il a du bon sens. Ayez peur. Puis il sortira en claquant la porte, vous n'aviez qu'à pas lui demander son carnet de liaison. Mais il y aura quoi bon en décembre, on ne peut plus rien écrire dessus. Là, il faut s'y prendre plutôt en septembre, par exemple, lorsque le carnet de liaison est neuf. À Noël, il est en loc. Il est barbouillé de correspondances, au bas desquelles les parents d'élèves ont apposé leur signature. Et ben, dis donc, mon pauvre garçon. C'est le 9-3 qui fait ça. Bon, on est au mois de décembre, voilà. Ou alors, les parents d'élèves ont signé les mots sans l'avoir jamais eu entre les mains, le carnet de liaison. Bon, du coup, je sais même plus où j'en étais, le petit, il m'a troublé, là. Ah, c'est quoi? Moi, je vais regarder mieux, j'ai un plan. Carnet de liaison, on en est où? À cause de Chaya, j'en ai marre, moi. Non, j'ai été gentil avec lui. Bon, on en est où, là? Alors. Oui, là, j'en étais à dire, hein. Voilà. Bon, bah voilà, rien du tout. Monsieur! Bon. Oui. Monsieur! Je vous écoute. Il y a un problème avec ma moyenne. Oui. On ne m'a pas noté, m'a mis NN. Pardon, j'ai pas entendu là. Que dites-vous? On ne m'avait pas noté, m'a mis NN. NN. Oh, non noté. Vous n'avez qu'une seule NN. J'ai eu un 3 sur 5 en interrogation, ça fait 6 sur 10, 12 sur 20 ma moyenne. Charles-Henri. Les prénoms ont été modifiés. Charles-Henri. Vous avez manqué le bac blanc écrit, coefficient 2. Le bac blanc oral, coefficient 2. Et vous étiez absent aux 2 euros blancs, coefficient 4. Auquel vous vous étiez porté candidat. Je ne peux pas calculer une moyenne trimestrielle avec une seule note. Coefficient 1/4. On va voir ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Mes parents vont venir. Si vous avez viré mon fils, c'est parce qu'il est noir. Mais monsieur, bien sûr, je l'ai dit d'une voix blanche. Enfin, je vous rassure. Il y a quand même des élèves agréables et intéressés, on peut le paraître. J'en ai connu un. Plutôt une, c'était une jeune fille, jolie. Elle s'exprimait comme un charme. À droite, en plus, elle était capable de faire plusieurs choses à la fois. Être présente en cours, ce qui est notable. Plus se vérifier dans un miroir. Plus m'entendre la rappeler à l'ordre. Plus me répondre. Pourquoi vous faites chier le monde? Pourquoi vous cassez les couilles au monde? Sale prof de merde, je veux pas voir votre tête. Quand vous serez parti, je ferai la fête. Authentique. Le tout en se coiffant. Quelle tête, d'ailleurs. Disons, celle qui rime avec fête. Et fête, celle qui célébrera l'obtention de son diplôme avec l'indulgence du jury. Il arrivera bien un jour 110% de réussite au baccalauréat. Quand même, sale prof de merde. Chaya, je sens si fort. Ah. Remarquez, c'est moins risqué que fils de pute. Parce que fils de pute, il faut absolument que j'ai une discussion avec ma mère à ce sujet.
Bon, allez. C'est ce qu'on a. Là. J'en ai pas besoin. Il faut pour faire. Je vais avoir 21 ans. Notice annuelle de notation administrative de Monsieur P. Mardi 23 avril. Je la découvre. Ponctualité, assiduité. Très bien. Activité, efficacité. Très bien. Autorité, rayonnement. Très bien. Tout est très bien. Appréciation générale. Monsieur P est un professeur très rigoureux, soucieux de la réussite de ses élèves. Il exerce avec régularité et sérieux sa fonction au sein de l'établissement Kafka. Ou Ubu, on hésite encore. Seulement, avec une notation pareille, je ne vais pas me gêner, moi je peux vous dire. Demande de mutation. En quelle couleur? En rouge ou en rouge? Non, ça effraie les élèves en rouge, alors il ne faut plus en rouge. Alors en noir, allez, demande de mutation pour la prochaine année scolaire. Un lycée à Paris. And the winner is... Avis d'affectation pour la prochaine année scolaire. Un collège à Bobigny, c'est pas vrai. Monsieur le principal, dans votre établissement, j'ai été agressé par un élève âgé de 16 ans et demi. Celui-ci n'a pas été exclu définitivement, ni suite à cet incident, ni suite aux multiples autres, agressions verbales et physiques d'autres professeurs, tentatives d'incendie, etc., qui lui ont valu en tout 3 conseils de discipline en une seule année scolaire, monsieur le principal. Dans votre établissement, l'une de mes élèves de 3e et moi-même avons été agressés en plein coup par une jeune fille extérieure au collège. Suite à cet incident et sur votre conseil, mon élève et moi-même avons déposé plainte. Puis nous avons été convoqués au tribunal de Bobigny pour le jugement. Vous ne vous y trouviez pas. Ni vous, ni votre adjoint n'aviez trouvé nécessaire de soutenir vos élèves et votre personnel, monsieur le principal. Dans votre établissement, malgré le décret du 15 novembre 2006 contre l'interdiction de fumer dans les établissements scolaires, la salle des professeurs sert toujours de précaré au personnel fumeur. Comme j'opposais la loi à cette pratique dangereuse, j'ai été violemment pris à partie par un professeur fumeur mécontent. Je vous ai fait part de mon émotion, vous ne m'avez pas soutenu, monsieur le principal. Dans votre établissement, un parent a pu m'accuser de racisme envers mes élèves sans que vous réagissiez et sans que vous fassiez jamais cas des 6 heures de soutien scolaire hebdomadaire que je prodigue, au point que j'ai été convoqué par le recteur et que j'ai dû déposer plainte en diffamation. Monsieur le principal, dans votre établissement, les élèves les plus en difficulté ne se voient proposer aucune alternative en accord avec leurs capacités, au prétexte que ce serait à leurs parents d'envisager une réorientation. Leurs parents qui souvent ne maîtrisent pas le français et encore moins les méandres de l'orientation éducative. Monsieur le principal, j'ai enseigné dans votre établissement pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je m'y suis senti en danger. En dépit d'une notation administrative exemplaire, SIC, enfin, je vais souligner SIC 2 fois. J'y ai récolté beaucoup d'indifférence de votre part, plusieurs fins de non-recevoir, quantité de prescriptions médicales et 25 kilos. Or, je n'ai pas envie de mourir, monsieur le principal, du moins pas tout de suite. Je suis donc au regret de vous annoncer qu'il m'est impossible de rejoindre le Collège de la République pour l'année scolaire à venir, ni pour aucune année ultérieure d'ailleurs. Et voilà, affaire classée. Enfin presque.
parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, donc on n'a presque pas fait cas une seule seconde. Alors quoi? Ça vous dérange pas? On n'a pas dit un mot de littérature. Je t'expliquerai. On n'a pas dit un mot de littérature. Chaya, je sais bien que dans le 9.3, les noms des auteurs sont peu à peu remplacés par les noms de rappeurs. Mais quand même, je sais bien qu'un professeur de français n'enseigne pas dans le 9.3 par amour de la littérature. Il n'enseigne pas la littérature, il enseigne les lettres. A, B, C, D, et à tenir un stylo, à souligner avec une règle, à mettre une majuscule en début de phrase, les copies. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous en parle pas, il n'y a rien à dire, il n'y a rien dedans. On repousse toujours jusqu'à la date de péremption, le moment où on ouvrira la boîte. Voyons quoi, il faut tout ingurgiter très vite, presque d'un seul coup, et distribuer des 15 et des 18. Le 20 sur 20 du collège Henri IV à Paris ne doit pas cantonner la Courneuve au zéro, du minimum au maximum de points pour tous les effectifs, c'est la consigne. Résultat, les élèves du 9.3 sont convaincus que leur 15 sur 20 vaut mieux que le 3 du 7.5. Il y a bien les heures supplémentaires pour permettre aux élèves qui veulent en savoir plus de progresser. Mais le problème avec les heures supplémentaires, c'est que si pour certains professeurs c'est de l'argent en plus, pour les autres, c'est de l'argent sale. On ne remet pas en cause le quota hebdomadaire de 18 heures de cours défendu depuis 1950 par les syndicats. Qu'un professeur, un seul, se risque à faire une heure supplémentaire. Et c'est toute la profession qui risque qu'on lui dise qu'elle n'en fait pas une. Moralité, la littérature, HS, dans le 9.3, hors service, hors sujet. Ceux qui disent le contraire sont d'excellents animateurs. Les autres ne savaient pas, quand ils suivaient leurs études, qu'il fallait apprendre le latin pour devenir cow-boy. Vous n'imaginez pas, quand vous préparez l'agrégation, que vous travaillerez dans un ranch. Vous figurez un professeur et des élèves. Le professeur parle, les élèves écoutent, ils apprennent leur leçon, la récitent, le professeur les félicite et tout le monde est content. C'était compté sans les tables. Pas de multiplication, la bergerie. Enfin, je sais bien, j'exagère. J'exagère. Je vais toujours trop loin. Alors qu'en fait, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Je me souviens d'une fois où la page de Voltaire que nous étions en train d'étudier, c'était l'article « Fanatisme » du dictionnaire philosophique, plaisait tellement à l'un de mes élèves qu'il ne cessait de lever la main pour enrichir la discussion, le débat. Comment ça? On n'a pas de preuve de la parole révélée aux prophètes. Et de Voltaire, alors on a une preuve de l'existence de Voltaire? C'est vrai ça? Vous en avez une, vous, de preuve de l'existence de Voltaire? J'en ai perdu mon latin. Il en a profité pour ajouter une tirade très personnelle sur les Écritures. La classe entière s'est mise à applaudir. Merci pour lui, merci pour eux. J'en prends. Envoi. Seine-Saint-Denis. Département de France. Où à force de compassion dégoulinante
et de démagogie en kit, motivés par la crainte du racisme, de la violence et de l'islam, et sous couvert d'altruisme et de générosité, l'État, c'est nous, conduit une politique criminelle d'exclusion lyophilisée à l'égard d'une catégorie de population qu'il condamne à demeurer en marge des piliers de la République: liberté, égalité, fraternité. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je ne m'attendais pas, je n'étais pas habitué. D'habitude, c'est plutôt des absents qu'il y a. À part Chaya, je pensais qu'il n'y aurait personne. Je voudrais remercier l'Institut français en la personne essentiellement de Laurent Montillet qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui. Je dis nous parce que je ne suis pas seul à écrire, à relire et à mettre en scène. Il y a également quelqu'un que j'ai trouvé dans le 9-3 et qui m'en a sorti. C'est mon épouse, Leïla. Je voudrais éventuellement vous inviter à discuter, c'est possible, ou simplement à acheter mon livre. Je vous présente, il y a encore plus de 9-3 ici que sur scène. Attendez-moi un instant. Encore plus de 9-3, ça se présente sous la forme d'un... Ah non, c'est pour moi, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Leïla, viens, je t'en prie. Viens, mon chéri. Je voudrais vous lire un tout petit extrait. Il n'y a pas besoin de lunettes du tout. Viens. Je voudrais vous lire un petit extrait, mais je n'ai pas besoin de lunettes. Merci, parce qu'elle veut que je les porte, mais alors en fait non, je n'avais pas besoin. Parce que ça se présente sous la forme d'un abécédaire. C'est ça qui est bien, c'est que ça se lit comme un roman, mais on peut lâcher la lecture de temps à autre et on est édifié à chaque page. Alors, D comme devoir, c'est très simple. Même Chaya peut comprendre.